avec une pathologie très fréquente, d'accord, qui touche à peu près le tiers de la population. C'est-à-dire, si on est dans cet amphithéâtre 100 ou 120, le tiers, soit ils ont déjà fait, soit ils font actuellement, soit ils vont faire dans l'avenir des varices des membres inférieurs. D'accord? C'est ce qu'on appelle les varices des membres inférieurs communément, ou le nom scientifique, c'est l'insuffisance veineuse essentielle des membres inférieurs. C'est une pathologie que vous avez déjà vu l'année dernière dans les cours de sémiologie. Alors cette année, on va voir juste les aspects thérapeutiques et bien sûr, on va faire un bref rappel sur les étiologies, les facteurs favorisants, la symptomatologie et la classification des varices des membres inférieurs. Alors à titre d'exemple, selon les statistiques d'il y a 5 ans, la première intervention en termes de fréquence de réalisation, c'est l'opération pour cataracte. Je l'ai là, d'accord? En France, il réalise à peu près 500 000 interventions par an. L'intervention qui vient en deuxième rang, c'est l'intervention pour varices des membres inférieurs. Tout ça pour vous dire que c'est une pathologie très fréquente et c'est une pathologie que vous allez rencontrer dans votre pratique quotidienne. D'accord? Que vous soyez dans une consultation d'urgence, une consultation de ville, une consultation froide, consultation de généraliste, consultation de spécialiste, de gynécologie, vous allez être amené à voir des patients ou des patientes avec des cordons bleus au niveau du membre inférieur. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse superficielle essentielle des membres inférieurs. Alors, on va voir brièvement le côté clinique, classification, examen complémentaire, parce que vous l'avez déjà vu l'année dernière, et on va insister sur les aspects thérapeutiques, c'est-à-dire comment on va traiter ces varices des membres inférieurs. Alors, déjà comme définition, il y a plusieurs définitions pour les varices des membres inférieurs. J'ai choisi la définition la plus simple. D'accord? C'est une dilatation permanente des veines superficielles avec des veines sous-cutanées dilatées, tortueuses et allongées. D'accord? Il faut différencier entre les veines superficielles. Alors les veines superficielles, c'est les veines sus-aponevrotiques. Sur le plan anatomique, les veines profondes, c'est les veines sous-aponevrotiques. Alors lorsqu'on parle de varices, de insuffisance veineuse superficielle, c'est les veines superficielles. Présente dans 30% de la population générale, donc c'est une pathologie qui est fréquente. L'intervention pour varices est la plus pratiquée, donc je l'ai déjà dit, et un impact socio-économique considérable, puisque plusieurs patients ils vont être opérés, ils vont bénéficier donc d'un repos post-opératoire avec des arrêts de travail, donc c'est un impact socio-économique considérable. Alors pour la physiopathologie, il y a 2 théories. La première théorie, c'est l'ischémie pariétale. Et je pense que c'est la théorie avec laquelle on travaille, nous, dans le service. Il y a une théorie hémodynamique, une théorie de flux, et une théorie qui dit que l'insuffisance veineuse superficielle, c'est une ischémie de la paroi, c'est une hypoxie de la paroi, donc qui va rendre cette paroi fragile, et cette paroi veineuse, elle ne va plus faire son travail, elle va se dilater. Donc les valves, ils vont s'éloigner l'une de l'autre, et on ne va pas avoir donc, une circulation du sang dans un seul sens. Donc il va y avoir un reflux. Et ce reflux-là, il va conduire à une dilatation veineuse. Ces veines, à la longue, ils vont devenir tortueuses et variqueuses. D'accord? Et ils ne vont plus faire leur travail correctement. Donc c'est plus, nous, on est plus pour la théorie pariétale de l'hypoxie de la paroi veineuse. Alors, est-ce qu'il y a des causes pour l'insuffisance veineuse superficielle? Par exemple, on compare avec le syndrome du défilé, on a dit, parmi les étiologies, il y a la cote surnuméraire ou l'apophysomégalie de C7. Alors, pour les varices, il n'y a pas de cause exacte. C'est une maladie plurifactorielle, il y a plus des facteurs favorisants, des facteurs qui favorisent l'apparition des varices des membres inférieurs. Alors, il y a l'hérédité. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un son père a des varices et sa mère elle a des varices.
il a 90% de chances de faire des varices des membres inférieurs. Donc c'est confirmé. Quelqu'un qui a un de ses parents qui a des varices des membres inférieurs, il a 50% de chances de faire des varices des membres inférieurs. Donc il y a l'hérédité. Bon, le sexe, je pense que c'est plus les femmes les femmes consultent plus que les hommes. Mais je pense que c'est la même chose. Et la station debout prolongée. Alors c'est ce qu'on appelle les professions à risque. D'accord? Par exemple. Oui? Externe. Donc on commence par les externes. Il est tout le temps debout. D'accord? Donc les policiers, les gendarmes, les coiffeurs, les enseignants, les instituteurs, les enseignants, les chirurgiens, oui. Les professeurs, oui. Donc c'est tous les gens qui ont dans leur travail une station debout prolongée, y compris les externes. Alors, on a dit l'hérédité, la station debout prolongée, d'accord? Et les facteurs aggravants, donc la sédentarité, l'obésité, les facteurs alimentaires, les grossesses à répétition. Donc, une femme qui a accouché plusieurs fois, elle a plus de chances de développer des varices qu'une femme qui n'a pas accouché ou qui a accouché d'un seul enfant. D'accord? Et les facteurs alimentaires, l'activité sportive réduite, d'accord? Sur le plan clinique, ça c'est des choses que vous avez déjà vues, c'est juste un rappel. Sur le plan clinique, d'ailleurs c'est une question d'examen, quels sont les signes cliniques de l'insuffisance veineuse superficielle ou varices des membres inférieurs? Donc pourquoi les patients ils vont consulter ou les patientes elles vont consulter? Bon, c'est les formes compliquées ça. Avant. Oui? Pardon? Lourdeur, oui. Donc lourdeur, pesanteur, des jambes lourdes, la lourdeur des jambes, la chaleur, le prurite, d'accord? Les modifications tegumentaires, donc c'est un stade compliqué. L'ulcère de jambe, c'est le stade ultime de l'évolution de la maladie variceuse. Alors au terme de l'étude clinique, on doit préciser le stade de la maladie et apprécier son retentissement. Alors pour les complications, quelles sont les complications des varices des membres inférieurs? C'est une question d'examen. Ils sont en nombre de 3. Première complication, thrombose veineuse superficielle. D'accord? Deuxième complication, l'hémorragie, la rupture externe et l'ulcère variqueux. C'est ce qu'on appelle les troubles tegumentaires. Donc les complications des varices, ils sont en nombre de 3. D'accord? Donc, première complication, c'est la thrombose veineuse superficielle. Et cette thrombose veineuse superficielle, elle peut être à l'origine d'une embolie pulmonaire. D'accord? Elle peut être à l'origine d'une embolie pulmonaire, mais avec un très faible pourcentage. D'accord? Ce n'est pas comme la thrombose veineuse profonde. Donc, la thrombose veineuse superficielle, la rupture du varice, elle est exceptionnelle. D'accord? Ce n'est pas fréquent, mais le plus fréquent des complications, c'est les troubles tegumentaires, c'est le stade ultime, c'est l'ulcère variqueux. Donc les troubles tegumentaires, l'hyperpigmentation, l'atrophie blanche, la lipodermatosclérose, on va voir les images par la suite. Oui? Pardon? Bien sûr, vous cochez. Parmi les complications de la thrombose veineuse superficielle, j'ai dit que la thrombose veineuse superficielle, elle peut être à l'origine d'une embolie pulmonaire, mais avec un très très faible taux par rapport à la thrombose veineuse profonde. Alors là, il faut cocher parmi les complications. Si on dit c'est très fréquent, alors là, il ne faut pas cocher. Alors pour la classification, il y a plusieurs classifications. C'est ce qu'on appelle la classification CEAP. La classification clinique, la classification étiologique, la classification anatomique et la classification physiopathologique. Mais la classification la plus utilisée, qu'on utilise en pratique courante, c'est la classification clinique, sur laquelle on va insister. Alors C0,
c'est 0 dans la classification clinique, donc pas de signe visible ou palpable de la maladie veineuse. C'est 1. Oui, donc c'est les télangiectasies ou les varices réticulaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire varices réticulaires? C'est ces petites varicosités dont le diamètre il est inférieur à 3 mm. D'accord? Oui. Bon, c'est les varices réticulaires, d'accord? Les varices dont le diamètre il est inférieur à 3 mm. Donc C1, c'est les télangiectasies et les varices réticulaires dont le diamètre est inférieur à 3 mm. C2, c'est des varices dont le diamètre est supérieur à 3 mm. Donc on a des cordons bleus au niveau du membre inférieur dont le diamètre il dépasse 3 mm. Le C3, l'œdème, c'est-à-dire c'est un stade déjà avancé de la maladie. Donc l'insuffisance veineuse elle est tellement grave qu'il y a une stase au niveau du membre inférieur et on va voir un œdème du membre inférieur. Le C4, les troubles trophiques ils commencent. D'accord? À partir de C4, les troubles trophiques ils commencent. Donc l'hyperpigmentation, la lipodermatosclérose, c'est-à-dire une sclérose de la peau et des tissus sous-cutanés, atrophie blanche. C5, c'est l'ulcère cicatrisé. Et C6, c'est l'ulcère actif. Alors on va faire un petit exercice pour vous montrer des images et vous allez les décrire. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ces images-là que vous allez rencontrer, c'est des patients avec de telles images que vous allez rencontrer dans les consultations. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est déjà écrit C1, mais il faut décrire. Alors du côté gauche, c'est quoi? Alors là c'est quoi? Non, c'est les télangiectasies. C'est des télangiectasies. Et d'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui consultent pour ces télangiectasies. Pourquoi? Parce qu'ils dérangent, elles sont inesthétiques. D'accord? Donc les télangiectasies. Et du côté droit, c'est ce qu'on appelle les varices réticulaires. C'est ce qu'on appelle les varices réticulaires. Donc c'est des veines qui sont dilatées, mais le diamètre, il est inférieur à 3 mm. Alors, si vous voyez des patients comme ça dans votre consultation, donc c'est un stade C1. D'accord? Là, C2. Donc c'est des veines dilatées, des veines serpigineuses dont le diamètre il dépasse 3 mm. Donc c'est C2. C2. Donc c'est des veines comme des intestins de poule. D'accord? Alors là, C3 c'est l'œdème, les traces des chaussettes. C2, c'est des varices supérieures à 3 mm, serpigineuses. Et au niveau du membre droit, c'est C1. Là, non. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Ici. Non, c'est les traces des chaussettes. Le patient a enlevé ses chaussettes et il y a une trace, c'est l'œdème. C'est l'œdème, donc c'est C3. Et vous voyez un peu plus haut, tiers inférieur du mollet, c'est des veines supérieures à 3 mm, donc C2. D'accord? Donc c'est le stade de l'œdème. Alors sur cette image, donc c'est l'eczéma. C'est l'eczéma, c'est C4. D'accord? Aspect d'eczéma ici, avec une apparition, un début d'apparition de la dermite ocre à ce niveau-là, tiers moyen, tiers inférieur de la jambe. Alors ici, on l'appelle comment? Alors là, c'est la dermite ocre. La dermite ocre. Alors qu'est-ce que ça veut dire dermite ocre? On a une insuffisance veineuse superficielle, c'est-à-dire que la veine, elle ne fait plus son travail correctement. Donc, il y a une stagnation du sang. Cette stagnation du sang, elle va augmenter les pressions capillaires. Et on sait que les échanges au niveau capillaire, ils se font des capillaires artériels. Donc la pression artérielle capillaire, elle est supérieure à la pression artérielle, à la pression capillaire veineuse. Donc le globule rouge, il passe
du côté artériel vers le côté veineux. Il y a une légère différence de pression. Si on a une insuffisance veineuse au niveau de la peau, alors les pressions, elles vont devenir soit égales, soit la pression veineuse, elle va devenir un peu supérieure à la pression artérielle capillaire. Donc les globules rouges, ils vont plus passer vers le côté veineux, ils vont être détruits. Et qu'est-ce qu'ils contiennent, les globules rouges? De l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, elle est riche en quoi? En fer. Le fer, lorsqu'il est oxydé, il va donner cette couleur. Si vous laissez un jus de banane ou un jus de pomme à l'air libre, au bout d'un certain moment, il va prendre cette couleur ocre. D'accord? C'est l'oxydation des molécules de fer. Donc c'est ce qui arrive. Et on va voir cette couleur au niveau de la jambe. C'est ce qu'on appelle la dermite ocre. C'est-à-dire que les échanges au niveau de la circulation capillaire ne se font pas correctement. Alors au milieu, c'est ce qu'on appelle l'atrophie blanche. Donc la peau, elle va devenir très mince, très fine, et elle va prendre cette couleur blanche. C'est ce qu'on appelle l'atrophie blanche. De l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la lipodermatosclérose. C'est-à-dire, c'est une sclérose de la peau et des tissus sous-cutanés. D'accord? Et on va voir un aspect, c'est ce qu'on appelle un aspect en bouteille inversée. Un aspect en bouteille inversée. C'est-à-dire que la jambe, elle est de calibre normal en haut, mais elle va devenir très mince vers le bas. Donc c'est la lipodermatosclérose. Alors que ce soit l'eczéma, la dermite ocre, l'atrophie blanche ou la lipodermatosclérose, c'est le 4e stade de l'insuffisance veineuse superficielle. Alors maintenant, il reste quoi comme stade? C5, c'est quoi? C'est l'ulcère cicatrisé, très bien. Alors C5, c'est l'ulcère cicatrisé. Et C6, c'est l'ulcère actif.